d'un groupement de personnes qui ont des intérêts communs, en l'occurrence les intérêts communs c'est l'enfant, et qui font commerce ou non d'ailleurs, hein, qui utilisent l'enfant en réseau, c'est-à-dire pas chez eux, pas en tout petit comité, mais en grand comité. C'est des réseaux mafieux, mais tant qu'on ne dit pas ça, on ne combattra pas. Je l'ai dit, je l'ai On redit. est dans un état de droit. Moi, je peux pas me permettre de dire, à partir du moment où je n'en ai pas la preuve, que des enfants se passent comme ça pour être abusés. Ce que je sais, madame, effectivement, ce que je sais, c'est que des images pédophiles circulent. Alors si c'est ça que vous appelez le réseau, je suis totalement d'accord avec vous. Non, on parlait de Ce que je sais, madame, effectivement, ce que je sais, c'est que des images pédophiles circulent. Alors si c'est ça que vous appelez le réseau, je suis totalement d'accord avec vous. On parlait de Comment est-ce possible? Premièrement, vous mettez au grand jour l'affaire Telspader. Vous dévoilez tout le réseau. Et après, vous trouvez l'affaire Zandvoort, avec des connexions internationales énormes. Qu'est-ce que c'est que tout ça? On ne peut plus dire « non, ça n'existe pas ». La Belgique dit « oui, mais ça n'est pas en Belgique, c'est peut-être en France ou en Allemagne ». L'Allemagne dit « non, non, ça doit être en Suède ». La Suède dit « non, non, c'est en Amérique ». Vous voyez, tous les pays disent « oui, ok, ça existe, mais ça n'est pas chez nous ». Vous voyez. Personne ne voulait dire « c'est un réseau dans notre pays ». Comprenez-vous? Qu'est-ce qu'un réseau? Un réseau est une organisation où beaucoup de gens travaillent ensemble depuis différents pays, qui sont en contact via Internet, à travers du matériel, des adresses, des discussions, via des voyages pour le travail. Ça, c'est un réseau. Qu'est-ce que dit la Belgique? Non, ça n'est pas un réseau. Si un homme photographie un enfant, un deuxième achète la photo, et un troisième publie la photo, et qu'un précédent avait violé l'enfant, non, ce n'est pas un réseau, ce sont tous des individus. Mais si vous considérez les choses ainsi, vous n'avez jamais de réseau, naturellement. Mais qui sont donc ces monstres, les clients de ces trafics d'enfants? Et il faut bien avoir les moyens pour payer pour de tels horaires. Évidemment, qui sont les gens qui achètent ça, hein? Surtout quand on sait qu'une cassette Snuff Movies, d'après les renseignements que j'ai, tourne aux alentours de 30 000 € pièce. Il y a quelques années, j'ai lu à propos des prix des films. Pour 10 minutes de pédophilie, on paye en Hollande entre 10 et 18 000 francs belges. 500 €. De plus, les photos sont cruelles, le plus on paye cher. Je crois qu'il faut envisager à ce moment-là, quand on parle de réseau, sous l'angle économique. Parce que c'est un marché lucratif. Hein, les cassettes Snuff Movies se vendent entre 10 et 20 000 francs suisses. Qu'est-ce que vous voulez dire par Snuff Movies? Les cassettes avec mort d'enfants réels. Alors... Celle-ci s'adresse donc par essence à une clientèle aisée, et ceux qui vivent de leurs crimes sont donc justement du côté de l'offre. On est bien d'accord? Oui, du côté de la demande, il n'y a que des personnes riches issues de notre société et des notables. Des notables. J'ai fréquenté les clubs à partous. J'ai même été dans certaines partous privées. Mais quand les enfants participent à ce qu'on appelle des partous, où il y a plusieurs, personnes, c'est le début quand même d'une constitution de réseau. L'affaire... Vous avez rencontré des gens haut placés dans ces... Absolument. J'ai rencontré des ministres, j'ai rencontré des magistrats, absolument. J'ai rencontré des gens encore plus haut placés. J'ai rencontré des hommes d'affaires importants, j'ai rencontré des gens de la noblesse. Mais je puis vous assurer une chose, c'est que de toute ma vie et de quelques années où j'ai fréquenté ces clubs, je n'ai jamais vu un mineur d'âge, jamais. Et je n'ai jamais vu de drogue en plus. Le milieu des décideurs et des responsables ici en Belgique côtoie probablement les milieux criminels. Et certaines personnes dans les milieux criminels ont compris ça. Et ont décidé de faire chanter les gens tout simplement. Et de les tenir. Et le meilleur moyen de tenir quelqu'un, c'est de le tenir par le sexe.
Donc on organise des soirées, des repas arrosés, on balance de la cocaïne, on fait tourner les soirées en partouze. Ça c'est notamment les témoignages des X ou de VM1, le garçon que j'ai auditionné. Les personnages qui sont donc des criminels qui organisent ces soirées, injectent par moment des mineurs, prennent des photos, prennent des films et on fait chanter tout le monde. Et il suffit que des décideurs soient pris au piège pour que tout bloque. Oui, il avait parlé une fois de, comment ça s'appelle, des cassettes. Il a juste dit que dessus il y avait un juge, c'est tout. Virginie qui a demandé à François si on pouvait vendre cette cassette, enfin ces cassettes. Et François lui a dit non, tu vas gaspiller les preuves. Et comme j'en ai pas beaucoup de ces preuves, il faut que tu les gardes. Et je m'en servirai au moment venu. Est-ce que vous pensez que les autorités, les plus hautes autorités que vous avez contactées puissent être impliquées dans ces réseaux d'une façon ou d'une autre, par chantage ou par corruption? Je n'ai pas de doute là-dessus. C'est connu que dans le circuit pénal, on utilise des enfants pour faire chanter des politiciens. De quelle façon? C'est très simple. Le politicien amateur d'enfants qui va dans des bordels, etc., dans des maisons de prostitution, où il est filmé, fait ensuite l'objet de chantage. Nous avons un exemple avec l'affaire Manuel Chatwald, dans laquelle nous avons fait une enquête très pertinente. Nous avons découvert que le père de Manuel Chatwald était un membre de la Stasi, la police secrète de l'Allemagne de l'Est. Le groupe de travail Morkoven est arrivé à se procurer son dossier Stasi. Nous avons trouvé des dossiers mettant en cause des policiers qui fréquentaient des bars que nous pistions, qui étaient impliqués dans le trafic d'enfants. Le père de Manuel Chatwald a maintenant un club de sadomasochisme à Berlin, fréquenté par des personnalités très importantes. Tout à l'heure, vous parliez de la Stasi et des services secrets allemands, notamment, qui organisaient carrément des méthodes de corruption. Ça ressemble beaucoup à ce qui est pratiqué aux États-Unis avec la CIA. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Oui, ce sont les mêmes systèmes. Le père de Manuel Chatwald, par exemple, produisait des films pour la Stasi. Et maintenant, il a un club de sadomasochisme. Nos recherches nous ont fait percevoir une réalité plus complexe et peut-être plus difficilement acceptable pour la maman de Manuel. Il semblerait que Manuel ait été vu 2 ou 3 fois avant sa disparition à la gare du Zoo à Berlin, lieu de prostitution des jeunes. Ce que nous pouvons réellement prouver, c'est que cette nuit-là, la police de Rotterdam était elle-même persuadée d'avoir vu Manuel et qu'elle n'a pour autant rien fait. Ça, nous pouvons le prouver. Ce que font les policiers hollandais, ça ne me regarde pas. Ça ne relève pas de notre compétence que les enfants disparaissent. Qu'un enfant disparaisse peut avoir de multiples raisons. Quelques-uns fuguent, d'autres sont vendus par leurs parents. Qu'est-ce que j'en sais? Ça ne concerne pas le parquet. Effectivement, il y a une grande majorité des faits divers, des affaires de prostitution d'enfants, d'exploitation d'enfants, qui ont comme base de départ le milieu intrafamilial. Ce milieu intrafamilial sert donc au crime organisé impliquant l'appareil judiciaire complice, bien sûr,
sert de paratonnerre et de fusible. C'est-à-dire que le jour où le réseau qui a été greffé autour de la cellule intrafamiliale qui exploitait l'enfant et les enfants, le jour où l'affaire éclate pour X raisons, eh bien tous les projecteurs et toute l'attention du public sera canalisée sur cette famille indigne. Pour dire les raisons n'existaient pas, voyez, voilà. C'est un père, une mère, une famille. C'est toujours une famille indigne, père, mère, ou alors un prédateur isolé qui passait par là, jamais des réseaux et jamais d'implication de notable. Deux parents sont jugés depuis ce matin par la cour d'assises d'Angers. Leurs 4 filles étaient obligées de participer à des soirées échangistes. Leur calvaire aurait duré 7 ans. François Privat sur place. Véronique Liègre va assister au procès de ses parents. Ils comparaissent à Angers, devant les assises à huis clos, pour viol et proxénétisme sur Véronique, mais aussi sur ses 3 sœurs. Dans la salle d'audience sont exposées les pièces saisies durant l'enquête, cassettes vidéo, photos pédophiles. Les faits auraient débuté en 1989, les filles étaient alors âgées de 5 à 11 ans, pour s'achever en 1996, lorsque Véronique s'est confiée à sa famille d'accueil. Dans le village de Jalais, 3500 habitants, près de Cholet, les services sociaux de la mairie n'avaient rien remarqué. Ils connaissaient surtout la famille Liègre pour ses problèmes financiers. Aujourd'hui, le père de Véronique, par la voix de son avocat, continue à nier les faits de viol et de proxénétisme. Il y a des faits de violence pure qui lui sont reprochés et qui sont reconnus. On est dans un climat familial dur et ça c'est tout à fait établi, il n'y a pas de discussion là-dessus. En revanche, il y a des accusations sur des faits de nature sexuelle, viol, agression sexuelle, proxénétisme, qui tous, et depuis le départ, depuis le premier jour, sont contestés par mon client. Au vu des faits qui leur sont reprochés, viol et proxénétisme sur mineurs, les parents des 4 jeunes filles risquent chacun 20 années d'emprisonnement. Verdict annoncé ici à Angers pour samedi, en fin d'après-midi. À l'issue des déclarations fracassantes de la jeune femme, seuls ses parents seront jugés et condamnés et aucun cas n'aura été fait des déclarations de la victime concernant le réseau qu'elle dénonce. Une fois de plus, on devait réduire la monstrueuse affaire à une histoire de violence sexuelle intrafamiliale. Quant au gradé de gendarmerie qu'elle accuse, c'est carrément lui qui se serait occupé de l'enquête. Pour confirmer le climat d'omerta et d'instrumentalisation de la justice dans ce dossier, citons simplement Monsieur le Président Vermorel de la Cour d'assises d'Angers, désignant les parents de Véronique Liègre à l'occasion de ce fameux procès d'Angers. Je cite, « Nous sommes là pour juger cela et rien d'autre. » Fin de citation. L'avocat Jean-Claude Dix, avocat de Véronique Liègre, déclara fort justement, je cite, « Justice a été rendue aux victimes, mais l'essentiel, le réseau, n'a pas été jugé. » Fin de citation. Il ne s'agit donc que d'un simulacre de justice, utilisant les 10 parents comme fusible pour épargner le réseau de la région. Alors, le fait que le crime organisé utilise assez souvent des bases intrafamiliales pourries pour greffer leur réseau et après désigner donc les parents comme bouc émissaire, a le deuxième avantage pour le crime organisé, pour l'imposture judiciaire, de désigner des parents totalement innocents dans le cadre d'autres affaires de disparition d'enfants où il vaudrait mieux ne pas remonter à la source du kidnapping, à l'origine du kidnapping. Donc nous avons d'autres cas concrets, comme par exemple l'affaire McCann, où des parents totalement innocents sont accusés par la police portugaise d'avoir fait disparaître leur petite fille. Si l'État et la police ne réussissent pas à retrouver l'enfant au bout d'une semaine, on soupçonne les parents, ou on critique les parents, etc., etc. Et on ne va sûrement pas faire l'enquête.
Vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est ce procédé que l'on retrouve de plus en plus